Уважаемые коллеги, я рад вас еще раз приветствовать. А, и сегодня мы проведем наш семинар, нашу встречу с нашим дорогим другом, уважаемым коллегой, профессором Хабибом Каздагли, с которым мы много лет дружим и профессионально, и лично. Профессор Каздагли, ведущий тунисский специалист по истории э, еврейских общин Туниса, по истории национально-освободительного движения Туниса и по истории тунисского коммунизма. И только что он выпустил монографию, э, в которую включены как аналитические тексты, исторические публикации, так и публикации источников. Монография посвященный истории еврейской общины Туниса. План нашей работы сегодня он следующий. Примерно полчаса будет выступать уважаемый наш гость, и потом у нас будет с вами довольно много времени, там, до часу, на дискуссию, ответы на вопросы и обсуждение. Habib, nous pouvons commencer. Nous pouvons commencer et tu vas faire une présentation pour 2 heures, je pense, ou Oui, 40 minutes, ou comme tu veux. Comme tu veux. 30 minutes. Euh, 30 minutes. et après, nous faisons une Oui. session de Q&A session, une session de une discussion. Maintenant, s'il te plaît, et Tout félicitations. d'abord, tout d'abord, c'est un grand plaisir pour moi de m'adresser à des collègues et à des doctorants et à des personnes russes qui s'intéressent à l'histoire du Moyen-Orient, du monde arabe, de la Tunisie. Comme vient de le dire Vassili, nous sommes des amis et des collègues depuis de longue date. Je ne sais plus maintenant depuis quand. Je- Depuis euh, 20 ans. hein? Depuis Depuis 20 ans. longtemps. Je ne sais plus et puis, à travers lui, je salue l'âme d'une grande collègue qui était une amie de la Tunisie, professeure Maria Vidiasova. Donc, c'est elle qui euh, nous a liés de travail, je pense, de relations de travail. Et je pense qu'elle a bien fait, puisque elle était pendant de longues années le lien entre de recherche en temps et d'amitié entre la Tunisie et la Russie, et Vassili continue brillamment ce lien. Donc, je m'en réjouis et à chaque fois que j'étais à Moscou, ça va, je peux continuer? Ça va, oui, oui, continue. Oui. Alors, donc le thème duquel je vais parler aujourd'hui, c'est la place des minorités dans l'histoire de la Tunisie. Et comme il vient de le rappeler, Vassili, que depuis 40 ans, j'ai mené des recherches sur l'histoire du communisme et je continue puisque mon dernier livre, il part, donc c'est paru il y a un mois, Les communistes en Tunisie. Je fais le point de mes recherches en fonction des archives du Comintern aujourd'hui disponibles. Mais il y a 40 ans, lorsque j'avais fait ma thèse sur le communisme à l'époque de l'internationale communiste, de 1919 à 1943,
ces archives étaient fermées. Donc, pour dire que l'histoire ne s'arrête pas. Donc, j'ai travaillé il y a 40 ans sur le sujet et je continue toujours. Donc, je continue toujours en fonction des nouvelles archives que nous trouvons. Et le thème de l'histoire du communisme, évidemment, pour vous, c'est un thème important durant le XXe siècle, mais pour nous, la Tunisie était une société coloniale. Donc, elle va utiliser le communisme comme moyen de libération de la colonisation française. La Tunisie est un pays d'Afrique du Nord. Elle a été colonisée par la France de 1881 à 1956. Donc 1881-1956, pendant 75 ans. Et il n'a jamais été question de faire une société communiste en Tunisie. Mais c'était, on va utiliser euh, les idéaux de liberté qui se trouvent dans la charte de, de l'international communiste, et notamment le point 8, pour se libérer du joug colonial. Mais dans un pays colonisé, ce n'est pas les communistes qui vont jouer les premiers rôles. Ceux qui vont jouer le premier rôle, c'est ce qu'on appelle les nationalistes, c'est-à-dire qui militent pour la libération du pays de la colonisation française. Donc, c'est-à-dire, il y a eu deux grands partis, le vieux Destour et le nouveau Destour. Mais dans cette ambiance, cette conjoncture historique, il va y avoir aussi des étrangers qui vont s'installer en Tunisie. Donc, la Tunisie, euh, pays essentiellement musulman, mais aussi il y avait une minorité qui sont les Juifs. Des Juifs, il y a plusieurs mythes sur leur installation. Euh, En gros, donc ils sont plus anciens que les musulmans, ils sont plus anciens que les chrétiens, mais leur nombre euh, n'a pas dépassé 2%, 3%. Mais c'est donc il y a une majorité et une minorité. Et dans l'écriture de l'histoire, euh, c'est toujours la majorité qui essaye, c'est la majorité qui essaye de mettre son empreinte sur l'histoire. Donc, elle construit ce qu'on appelle le récit national, un récit de la nation. Et l'un des acteurs, ou bien l'un des promoteurs du récit national en Tunisie, c'est le président Bourguiba. Il a été un grand chef nationaliste, puis il est devenu président de la République au lendemain de l'indépendance de la Tunisie en 1956. Donc, il faisait beaucoup de discours pédagogiques euh, et il a essayé donc donc il dit que j'ai unifié les Tunisiens contre le colonialisme français et aussi il a essayé de donner une histoire, de faire une histoire de la Tunisie. Donc, c'est sa vision euh, d'unification. Dans le souci, l'histoire ici joue un rôle d'unification. Mais pour les historiens, ils n'appellent pas cela histoire. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Parce que les historiens distinguent l'histoire et la mémoire. La mémoire, c'est une volonté de transmettre en
invitant les gens à se souvenir de certaines, de certains passages de l'histoire, mais aussi à oublier d'autres éléments. Donc le récit national, tout récit d'une nation, il valorise il, le souvenir et il marginalise de la mémoire collective un certain nombre d'éléments. Donc, c'est pour cela que le récit national, si vous parlez aujourd'hui à un Tunisien, euh, il vous dit nous sommes des Arabes et des musulmans, c'est tout. Donc, nous parlons arabe et notre religion est l'islam. Mais si vous lui dites il n'y a pas eu d'autres personnes, il n'y a pas de. Oui, 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 il y avait des juifs, mais ils sont partis, ils ne sont plus là, c'est tout. Bon, ils sont finis. Et même un peu, certains vous disent, ah, tous, ils sont partis en Israël. Alors que lorsqu'on regarde l'histoire, euh, c'est autre chose, parce que l'histoire repose sur les archives. Donc, en tant qu'historien, nous travaillons pas sur la mémoire, mais nous travaillons sur des archives. Ces archives les plus diverses. Les archives peuvent être des documents, ça peut être de l'archéologie, ça peut être des récits, ça peut être des contes. Tout cela, toutes les traces du passé, nous devons les utiliser. Et il y a euh, un historien anglais, Paul Thompson, qui dit l'historien doit faire feu de tout bois. Il utilise les grosses branches pour allumer la cheminée, ou bien, mais lorsqu'on allume la cheminée en commençant par les branches les plus grosses, ça ne s'allume pas. Il faut commencer par les petites arbres et ensuite, ça va allumer les plus grosses. Donc, il faut faire feu. Le feu, c'est la recherche de la vérité. Notre objectif, c'est de chercher la vérité dans sa complexité. Alors que la mémoire cherche la simplicité, l'histoire ou l'historien tape la porte de la complexité et n'a pas peur de chercher toutes les sources. Donc, c'est pour cela que dans la mémoire collective, les Juifs sont oubliés, mais l'historien sérieux doit intégrer toutes les composantes d'une histoire d'un pays. Et euh, euh, cette écriture, donc c'est l'objet de ce livre, donc euh, les Juifs, nos frères ont la patrie, et ce titre-là, donc, il fait partie d'une collection. Donc, les éditions s'appellent Santiana. Et Santiana, c'est un nom de famille juive. Et David Santiana, c'est un juriste qui a fait le code en Tunisie. Donc, c'est l'éditeur, c'est un jeune Tunisien. Ça fait à peine une année que je le connais. Et il m'a dit que c'est en hommage aux Tunisiens qui ne sont pas musulmans que j'ai appelé. Je lui dis, est-ce que vous êtes juif? Il m'a dit, non, je suis étudiant et j'étais étudiant et j'ai lu sur Santiana. On a fait j'ai fait cette maison d'édition et en accord avec lui, j'ai fondé ici la collection, une collection qui va être euh, dans le cadre de la maison, donc, qui s'appelle Tunisie plurielle. Et le concept de Tunisie plurielle, c'est sur ce concept que j'ai travaillé euh, durant ma carrière universitaire qui s'est arrêtée en tant qu'enseignant depuis 2 ans, mais que je continue dans la recherche. Et ma découverte des Juifs, personnellement, je ne suis pas de famille juive, mais ma découverte des Juifs, c'était dans le cadre de mes recherches sur le Parti communiste, où j'ai découvert plusieurs groupes qui n'étaient pas musulmans,
ou bien ne sont pas de famille musulmane. Il y a des gens qui sont musulmans, mais j'ai trouvé aussi des Italiens, des Français, des Juifs, des chrétiens, et parce que euh, lorsqu'on leur pose la question pourquoi vous avez adhéré au Parti communiste, ils vous disent il y a une idée universelle, parce que l'offre politique de l'époque était le nationalisme. Ils disent le nationalisme, il avait un fondement ou une base religieuse. Et parmi les choses qu'ils doivent faire, donc quelqu'un qui adhère au Parti nationaliste, il doit prêter serment. C'est-à-dire, il doit dire que, au nom du Coran, je vais militer dans ce parti. Il a dit que même je, je ne veux pas quitter une religion vers une autre. Je veux militer politiquement. Et donc, c'est pour cela que on va trouver au sein du Parti communiste plusieurs communautés, des Grecs, des Maltais, des Italiens, des Juifs, des chrétiens, des musulmans. Et c'est à partir de là que j'ai commencé mes recherches sur les Juifs de Tunisie et le livre, j'espère un jour que au cours de mon voyage, ou bien lorsque Vassili viendra en Tunisie, je lui donnerai des exemplaires de ce livre-là et j'espère qu'il y aurait un résumé ou un compte-rendu en russe sur ce livre. Donc, il y a deux parties. Il y a une partie euh, qui est composée de mes recherches sur les Juifs, donc pendant les 30 dernières années, mais il y a une autre partie composée de documents, des documents d'archives, que ce soit de la part de musulmans, de la part de Français, de la part de Juifs, qui parlent de cette histoire. Alors, cette histoire n'est pas arrêtée, n'est pas finie. Donc, dans l'avant-propos du livre, je montre que cette histoire n'a pas été toujours connue, même par les Juifs. Pourquoi elle n'est pas connue par les Juifs, même par les Juifs? Parce que tous les religieux veulent connaître l'histoire par leurs textes fondamentaux. Donc, ce que dit l'Ancien Testament, ou bien ce que dit l'Évangile, ou bien ce que dit le Coran, c'est-à-dire les personnes pieuses qui croient à la religion ne, 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 ne s'intéressaient pas à l'histoire euh, de la présence des hommes, mais s'intéressent seulement au côté religieux. Par exemple, chez les juifs tunisiens, il y avait le premier donc, qui va poser la question, il y avait un antiquaire qui était venu de Vienne, d'Autriche, pour collecter les vieux textes religieux pour pouvoir les imprimer en Europe. Alors il avait posé la question aux personnes, depuis quand vous êtes ici? Il est venu au 19e siècle, au milieu du 19e siècle, il est lui-même juif, et il avait posé la question aux Juifs, depuis quand vous êtes ici? Ils ont dit, depuis, euh, on ne sait pas, mais à peu près depuis 200 ans. Alors qu'aujourd'hui, nous savons qu'ils sont depuis 3000 ans. Donc pourquoi? Parce que euh, la- l'histoire en tant que science n'était pas utilisée. Par exemple, pour ce qui les intéresse, il a trouvé que les gens lisaient seulement l'hébreu pour connaître le texte sacré. Donc c'est pour la connaissance du texte sacré. Et le mot qui se répète, c'est l'an prochain à Jérusalem. L'année prochaine, donc ils font les prières et au moment des fêtes. Donc il n'y avait pas d'enseignement de l'histoire. Et c'est la même chose chez les musulmans. Par exemple, l'étude de l'histoire, ils vous disent non, pourquoi nous utilisons l'histoire? Si vous voulez connaître les Israélites,
on va voir ce que dit le Coran, ou bien ce que dit si vous voulez connaître les chrétiens, voilà, on va dire le Coran, ce que dit le Coran, parce que euh, cette vision religieuse se base sur une histoire figée, immuable, c'est-à-dire elle est valable donc pour toutes les périodes, alors que l'histoire, je venais vous dire que elle évolue en fonction des documents. Donc, au début de l'histoire, même les Juifs, leur propre histoire, ils ne la connaissaient pas. Ils ne la connaissaient pas. Ce n'est que par une commande, donc la première phase de l'écriture de l'histoire, c'est la phase commandée de l'étranger. C'est une commande extérieure. Donc, je vous ai parlé de cet antiquaire, donc s'appelle Eliezer Ashkenazi, qui était venu pour chercher des objets antiques, mais en même temps, il a essayé de connaître cette histoire. Il n'a pas pu la connaître euh, parce que les gens la connaissaient pas, ou il n'y avait pas euh, une volonté de la connaître. Ce qui les intéressait, qui sont des Juifs et qui ont un lien avec Jérusalem, et ils attendent le jour pour retourner, faire l'alia à Jérusalem. Il y a une autre demande qui va se faire, c'est par les écoles de l'Alliance israélite universelle. Les écoles de l'Alliance israélite universelle, ce sont des écoles françaises qui ont été faites par des riches français dans tous les pays méditerranéens. Les, les riches juifs français, ils ont voulu exporter ce modèle dans les régions où la France avait une influence. Et il s'agit d'enseigner les jeunes en langue française et de leur dire que le meilleur moyen pour sortir de leur misère, c'est d'apprendre la civilisation française, parce que la France, la Révolution française, a émancipé les, les Juifs, les chrétiens, en leur donnant non pas un statut religieux, mais un statut de citoyen. C'est, c'est-à-dire, vous êtes la citoyenneté à partir de 1789, et surtout cette idée, cette théorie développée par l'abbé Grégoire, il dit que tout d'abord, nous sommes des citoyens français, mais d'origine catholique ou d'origine protestante ou d'origine juive. Donc, c'est-à-dire, il y a la primauté de la citoyenneté sur la religion. Donc, donc ces écoles vont être ouvertes pas seulement en Tunisie, mais en Égypte, en Grèce, euh, euh, à Constantinople, euh, à Beyrouth. Donc, dans ces pays-là, dans le pourtour méditerranéen, donc on va développer des écoles. Et qu'est-ce qu'on va leur dire? Donc, on va, entre autres, euh, leur apprendre leur propre histoire. Et le premier livre qui va être écrit sur l'histoire des Juifs de Tunisie, c'est l'instituteur de l'école israélite de Tunis, l'école de l'Alliance israélite universelle. Il s'appelle David Kazès. Donc, c'est lui qui va essayer non pas de revenir à l'Ancien Testament, mais revenir aux archives ou bien à l'archéologie. Parce qu'à l'époque, il y avait des recherches sur le passé chrétien de la Tunisie, entrepris par des chercheurs euh, f- français, notamment le père de Ladre. Et des fois, on cherchait une nécropole chrétienne, on se rend compte qu'elle est plutôt juive. Donc, c'est lui qui va écrire donc, le premier résumé, le premier livre à partir de l'étranger. La deuxième phase, c'est que les élèves de ces écoles, euh, parmi eux, il y a des gens qui, pour l'essentiel, sont des juifs, donc ils vont chercher eux-mêmes leur histoire. Donc il y a une deuxième phase d'écriture, c'est la phase qui est faite
par des juifs eux-mêmes. Des intellectuels juifs vont écrire euh, leur histoire, donc, mais d'une manière pas religieuse. Donc, nous avons beaucoup d'historiens, Paul Sebag, Lucette Valenzi, Albert Marek, Jacques Taïeb. Donc, il y a une génération d'intellectuels juifs, mais qui vont écrire l'histoire de leur groupe et de sa présence en Tunisie. Donc c'est cette phase de l'écriture, ça va être une phase d'appropriation de son histoire et même des fois, parce que j'ai fait la préface de mon livre a été faite par l'historienne franco-tunisienne Lucette Valenzi. Elle reconnaît que les historiens juifs, des fois, ils se disent qu'ils sont les meilleurs qui peuvent écrire sur leur histoire. Donc, mais il y a une troisième phase, c'est celle à laquelle moi-même j'appartiens, c'est que après l'indépendance, il y a très peu de juifs. Aujourd'hui, les juifs, alors qu'ils étaient 120 000, 130 000. Aujourd'hui, ils ne sont que 1500 personnes. Donc, il y a l'attitude de la mémoire qui dit que ils sont partis, bye bye, voilà, ils ne font plus. Alors que l'histoire ne peut pas dire à un peuple ou à l'histoire d'un peuple bye bye. Donc, parce que sinon, il va tomber dans les fautes de l'oubli. Donc, aujourd'hui, euh, euh, pendant une période, il y a le récit national qui a fait dominer, mais depuis une trentaine d'années, il y a un effort d'inclure l'écriture des Juifs dans cette histoire plurielle de la Tunisie. Il y a eu deux moments. Le premier moment où il y avait des collègues qui vont écrire sur les Juifs, ils disent, bon, ils sont tous partis. S'ils sont partis, évidemment, donc ils sont tous des sionistes. Donc ils sont partis, ils ont préféré Israël à la Tunisie. Donc voilà, on règle le problème. Donc ils vont montrer que cette histoire, cette présence était liée au sionisme. Alors que si on regarde réellement les chiffres, les Juifs tunisiens sont partis dans deux directions. Ils sont partis en Israël, ils sont partis en France et en Europe. Donc, donc déjà, donc c'est pas vrai de dire que tous ils sont sionistes. Ou bien ils sont évidemment la pauvreté, notamment après la création de l'État d'Israël, la pauvreté et le facteur religieux a favorisé un départ pour Israël. Mais à partir de l'indépendance, beaucoup de Juifs qui avaient acquis la langue française, qui sont devenus des fonctionnaires, vont partir plutôt en France. Et j'ai une étudiante parmi notre groupe, elle s'appelle Olfa Benachour, elle a fait sa thèse de 700 pages sur les vagues d'évolution ou de départ des Juifs tunisiens, que ce soit en Israël ou bien en France. Et elle a comparé le phénomène par rapport au Maroc ou à l'Algérie, parce que les trois pays forment l'Afrique du Nord. Elle a trouvé que au Maroc, 80% étaient partis en Israël et 20% en Europe et en Amérique. En Algérie, 95% étaient partis en France. En Tunisie, c'est 50-50, 50%, 50%. Et évidemment, donc, l'histoire ne peut pas être prise par l'idéologie, parce que les collègues qui ont dit qu'ils sont tous partis parce qu'ils sont tous sionistes, ils étaient dans l'idéologie. Ils n'ont pas travaillé à partir des documents d'archives. Et donc, c'est pour cela que ce que nous
essayons de montrer, et d'ailleurs je vous ai dit que le titre des Juifs, virgule, nos frères ont la patrie, ce n'est pas de moi, c'est d'un réformiste tunisien qui s'appelle Ahmed ibn Abi Dief et qui avait défendu les Juifs pour qu'ils soient représentés à l'Assemblée en, en 1860. Il y avait une réforme en Tunisie et on a créé une, c'est pas des élections, mais ils étaient nommés et il a milité, il a voulu à ce que les Juifs et même les chrétiens soient présents à côté de la majorité musulmane. Donc, c'est-à-dire qu'il y a, donc vous voyez, l'écriture de l'histoire, elle se fait euh, aussi dans un cadre d'évolution des mentalités et ce que nous essayons, donc tout à l'heure, donc mon nom, au lieu d'apparaître Habib Kazdagli, il y avait le laboratoire de recherche sur le patrimoine. Nous travaillons sur cette idée de montrer l'histoire de la Tunisie dans toutes ses strates. Il y a des strates de population qui sont venues d'origine arabe ou qui vont s'ajouter. Ce n'est pas le pays n'était pas vide. Le pays, il y avait les Berbères, ensuite il y avait les Romains, il y avait les Carthaginois, ensuite les Arabes, il y a les Ottomans, les Turcs. Mon nom, moi-même, donc Kazdagli, c'est un nom d'origine turque. Donc il y a, je ne connais aucun mot de turc, mais je sais que mes grands, mes aïeuls étaient musulmans, mais hanafites. Donc, parce que il y a Malikites, chiites et Hanafites, et sont donc et Kazdagli, ben, c'est quelques années que j'ai compris que même l'étymologie du nom, Kazdag, ça veut dire la montagne des oies, celui qui vient d'une région qui se trouve sur la mer d'Égée. Donc, c'est la Tunisie est une mosaïque. Et au 19e siècle, il y a eu même, après l'échec, enfin la fin de la guerre civile en Russie, il y a eu des Russes qui sont venus s'installer en Tunisie. Aujourd'hui, nous avons deux églises à Bizerte et à Tunis qui sont, s'il y a église, ça veut dire qu'il y avait des populations croyantes qui venaient euh, à ces endroits. De même qu'il y a trois églises en Tunisie grecques donc, ça veut dire qu'il y avait des Grecs qui étaient là. Donc, notre effort, c'est d'intégrer toutes ces communautés, tous ces groupes à l'histoire nationale. Ce n'est pas de faire que les Juifs sont les meilleurs ou les musulmans sont les meilleurs ou bien les Italiens sont les meilleurs, mais notre projet, c'est d'écrire ce qu'on appelle la Tunisie plurielle. La Tunisie, a été faite par toutes toutes les populations qui y ont participé. Et mon prochain livre va être Les passeurs de modernité. Et souvent, ces minorités ont joué un rôle euh, de transmission ou bien de faire des métiers que les gens majoritaires n'ont pas fait. Et donc, en étudiant la minorité, on peut comprendre, on peut voir même le regard de la majorité. Parce que je vous ai dit que les Juifs n'ont jamais dépassé 2%, c'est-à-dire qu'à tout moment, la majorité aurait pu les écraser. Mais si elle ne l'a pas fait, si elle n'a pas écrasé, c'est qu'elle avait besoin elle-même, tout en étant majoritaire, elle avait besoin de service de la minorité. Donc, cette vision de l'histoire que j'essaie avec tout un groupe de collègues pendant des années maintenant, c'est de voir l'histoire dans sa complexité et d'éviter les simplifications. Donc, de voir, ne pas faire la démarche de la mémoire. La démarche de la mémoire, elle repose sur, euh, c'est-à-dire, elle exagère le souvenir et elle extermine l'oubli. Donc, nous ne fonctionnons pas par les outils de la mémoire,
à savoir le souvenir et l'oubli, mais nous fonctionnons par les outils de l'histoire. Les outils de l'histoire, ce sont les archives les plus diverses. Je vous ai dit, j'ai commencé par vous dire que on doit faire feu de tout bois. Donc, tout bois, donc ça peut être l'architecture, ça peut être les écrits, ça peut être un conte, ça peut être le journal, ça peut être l'épitaphe sur une tombe, ça peut être le cimetière. Tout cela, nous devons l'utiliser pour connaître, parce que l'objectif n'est pas de se souvenir des gens et d'oublier les autres, mais de regarder toutes les expériences humaines passées, parce que c'est l'historien, son rôle, c'est toujours de chercher la vérité ou bien les expériences d'avant pour s'en servir pour affronter les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Donc c'est à partir de la minorité qu'on peut connaître aussi l'histoire globale, générale d'un pays. Merci et je serai attentif à vos questions. Merci beaucoup, cher. Euh, merci pour votre présentation intéressante et, euh, et si détaillée. А, а теперь мы можем действительно переходить к серии, к дискуссии. У меня Avec есть plaisir. первый вопрос, который относится не к книге, но Oui, тем не менее, Хабиб, я помню, что был oui. проект создания музея еврейского наследия в Тунисе. Я правильно понимаю, что сейчас этот проект остановлен? Oui, dans ce livre, il y a un chapitre consacré au musée. Et ce chapitre, euh, il est, comment on dit, le titre peut donner des éléments de réponse. Et donc, le projet de musée du patrimoine judéo-tunisien, de la nostalgie à la nécessité. C'est-à-dire que c'était un peu un projet nostalgique, mais nous considérons comme nécessaire parce que le musée joue un rôle de médiation entre les connaissances, entre les livres et, euh, et le public, parce que c'est pas tout le monde lit des livres. Donc il y a un public qui veut voir des expositions, voir des choses, et nous avons pensé à cela à partir de 2015. Euh, un comité a été créé à Gerba parce qu'il y avait chaque année un pèlerinage juif, euh, 4500, 4000, 5000 qui arrivent. Donc c'est une fête. Même les gens, des juifs qui avant vivaient à Tunis, ne connaissaient pas Gerba. Mais maintenant, lorsqu'ils sont à l'étranger, ils viennent pour ça. Donc on a pensé à faire cela. Il y a eu une commission. Nous étions aidés à l'époque par la ministre de la Culture. Le projet existe. Nous avons tout pensé à tout, au lieu. Nous avons pensé à, aux documents. Il y a eu même des campagnes qui ont été lancées auprès des diasporas, euh, notamment en France, pour meubler meubler le musée. Mais les changements politiques ont leur effet, parce que le projet de musée, moi, je ne suis que scientifique. Le projet est toujours présent dans ma tête et dans la tête de mes collègues, mais les conditions politiques ont changé. Et c'est pour cela que nous sommes limités aujourd'hui avec une association qui s'appelle Nous tous, Nous tous, ensemble. Il y a un projet de musée virtuel. Nous sommes en train de préparer, pas le musée en présentiel, donc comme notre réunion se déroule en virtuel, donc nous sommes en train de faire ce musée. On le prépare.
j'espère la prochaine rencontre, dans quelques mois, je vous présenterai ce musée virtuel qui est en train euh, on est en train de préparer le site. Mais le site est préparé, mais on est en train d'alimenter en photos et en notices le musée virtuel. Nous sommes aujourd'hui à la phase du musée virtuel et j'espère un jour le musée présentiel. Иншаллах. Юлия Болдина. Юлия, только, пожалуйста, представьтесь сначала. Oui, bonjour, bonjour messieurs. Je vous remercie pour votre présentation, c'est très intéressante. Je m'appelle Julia Boldina. En fait, je représente l'Université d'État de Saint-Pétersbourg et la Sorbonne aussi à Paris. Donc, en fait, moi, je fais les études sur les diasporas des Juifs séfarades et des Morisques, donc des Andalous. Et à ce propos, je voulais vous demander si peut-être vous avez le pourcentage des Juifs séfarades en Tunisie et quels travaux, quels archives vous utilisez pour en fait pour vos recherches. S'il y a un pourcentage précis des séfarades en Tunisie en ce moment. Parce que moi, en fait, je m'occupe de la mémoire collective, en fait, de la mémoire de vécu, comment les gens ils vivent leur identité aujourd'hui, les descendants. Merci beaucoup. Oui, merci pour la question. Vous venez de dire, donc vous avez dit deux mots, les morisques et les séfarades. Tout Donc, à fait. les morisques, c'est plutôt les musulmans qui ont, au moment de la persécution, les différentes persécutions, et notamment la dernière de celle après la chute de Grenade, et surtout au XVIIe siècle, ont fait que des musulmans d'Espagne ou bien des morisques sont venus s'installer au Maroc, en Algérie et en Tunisie. Et la dernière vague, c'est celle de 1610. Pour ce qui est des Juifs, euh, il y a eu, il y a eu des petits groupes qui étaient venus avec les morisques, avec les musulmans. Nous pouvons le constater, notamment dans la ville de Testour en Tunisie. Mais il y a eu des vagues au XVIIIe siècle parce que les séfarades ou les maranes étaient partis d'Espagne et de Portugal dans plusieurs villes, notamment à Livourne, à Thessalonique et à Izmir, et ils se sont installés pour s'adonner au commerce méditerranéen. Et ceux qui vont venir en Tunisie à partir du XVIIIe siècle, ce sont les Livournais, c'est-à-dire les Juifs de Toscane, de Florence, et qui vont venir tout d'abord comme commerçants, et par la suite, ils vont s'établir en tant que communauté avec leurs femmes, enfants. Donc, ils vont faire un peu la minorité au sein de la minorité juive. Donc, là, aujourd'hui, les Juifs de Tunisie, lorsqu'on va au cimetière de Bourgel, il y a deux portes. Il y a une porte des Grana, parce qu'on dit en arabe, ça devient Grana, le mot d'Ivournay, les Gorno, ça devient, donc ça change un peu. Donc vous avez euh, dans les cimetières une partie qui est réservée aux Grana, aux Livournais. En Europe, on appelle séfarade. Séfarade, c'est l'Espagne. Le mot séfarade, ce sont des juifs originaires d'Espagne. Mais nous, ils vont venir, pas directement d'Espagne, ils vont passer par, notamment pour la Tunisie, ils vont passer de Livourne ou un peu de Gibraltar. Pour l'essentiel de Livourne, c'est pour cela le nom. Donc on dit les Juifs sont composés de deux groupes, les Juifs en Tunisie, un groupe Grana et un groupe Touensa. Touensa, ça veut dire des Tunisiens. Et aujourd'hui, j'imagine que Vassili connaît ça. Donc, il y a une des routes qui mène vers la Casbah. À droite, il y a le souk Grana. Il y a le souk qui porte toujours leur nom. Il y a un marché, un souk, c'est-à-dire, comme les souks d'Istanbul ou les souks de. Donc, ça s'appelle souk Grana. Donc, ils sont venus
Et ce qui les distingue, c'est que une répartition sociale entre les juifs Touensa et les juifs Grana. Les juifs Touensa, jusqu'au 19e siècle, ils étaient des pauvres, donc réputés comme pauvres socialement, et les Grana plutôt riches, vu qu'ils travaillaient dans le commerce, notamment le commerce international. Et ce qui fait qu'il n'y avait pas, par exemple, de mariage, ou bien les Grana refusaient de dire leurs prières en judéo-arabe, mais ils le font plutôt en italien. Donc il y a une influence italienne. Les synagogues sont séparées, les cimetières sont séparés, et même le mariage. Le mariage, c'est-à-dire les Grana n'ont commencé à accepter de se marier avec des Touansa que lorsque les Touansa sont allés aux écoles ou bien ils sont devenus socialement, ils ont eu de l'importance. Donc il y a cet effort qui se fait aujourd'hui pour l'écriture ou du récit, aussi bien des Touansa ou bien chez les Grana, donc sur les traces, dans les cimetières, dans les traces de synagogues, au niveau onomastique. Je vous ai parlé du nom de professeur Valenzi, donc elle est de Valence. Donc vous pouvez trouver au niveau des noms, vous pouvez trouver cela, donc ou bien euh, plusieurs au niveau d'onomastique, donc ces traces-là. Et nous avons aujourd'hui une production qui est euh, production au niveau romanesque, au niveau de la littérature, qui rappelle aussi bien le passé livournais, ici on dit plutôt en Tunisie livournais, ou bien tunisois. Et j'espère que si vous êtes française, donc il y a des recherches, vous vous indiquez le travail de Martino Opesi, donc qui travaille notamment sur les juifs italiens du 19e siècle, les juifs italiens de Tunisie, dans leur majorité, ils sont plutôt de Florence, donc des Livournais, qui vont connaître des évolutions. Au début, ils étaient plutôt bourgeois et nationalistes avec Mussolini, qui vont être déçus par l'antisémitisme de Mussolini et puis qui vont adhérer, disons, à l'antifascisme. Contrairement, il y a d'autres Italiens, notamment de, du sud de la Sicile, la Sardaigne. Et c'est l'objet du livre, du second livre après sur les Juifs. Ça va être sur les Juifs les Italiens de la Goulette, qui sont plutôt notamment des Siciliens. Donc, mais on peut continuer à correspondre donc, et vous indiquer des éléments sur votre sujet pour ce qui est de la Tunisie. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Je vous remercie. Non plus. Merci. Nous avons encore deux questions ici et nous avons encore deux questions chat. Premièrement, notre collègue de Bakou, de Azerbaïdjan, professeur Farda Asadov, s'il vous plaît. Приветствую всех коллег. Я хочу поинтересоваться. Я не знаю французского. Во-первых, благодарю за обеспеченный перевод. Это позволило поучаствовать в этом мероприятии, как говорится, как равноправный участник. Можно ли задать на русском? Будет ли перевод для автора, да? Да, 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 да. Ага. Oui, oui. Благодарю за интересный доклад. Для меня это особенно. Я, во-первых, представлюсь, Фарда Асадов из Института востоковедения в город Баку, Азербайджан. Для меня особый интерес вот в истории еврейской общины в Тунисе, в частности на острове Джерба, обусловлен тем, что община еврейская община на острове Джерба и еврейская община на севере Азербайджана считаются двумя наиболее известными еврейскими общинами, составляющими население, преобладающее население в каком-либо населенном пункте за пределами Израиля. И это очень интересный феномен. Эти общины имеют свою как бы древнюю историю, подчас
эта история может показаться даже древнее, чем нынешнее основное преобладающее население соответствующих стран в Тунисе и в Азербайджане. В связи с этим у меня вот вопрос о происхождении этой еврейской общины. Я услышал из выступления, что она насчитывает около 3000 лет истории. Это, ну, как минимум, относит нас, уводит нас, может быть, в историю первого ассирийского плена евреев. Вопрос такой, связано ли это действительно с событиями вот первого тысячелетия до нашей эры в Палестине, и кому, собственно, возводят свой исторический нарратив по поводу своего происхождения еврейская община на Джербе к так называемым потерянным коленам от первого ассирийского плена, или есть какой-то другой нарратив, объясняющий их изначальное происхождение? Спасибо. Oui, merci pour votre question. Effectivement, il y a beaucoup d'aspects que nous essayons de, de, de- de découvrir sur comment en Tunisie, aujourd'hui, il ne reste comme communauté, c'est dans l'île de Djerba. Donc, c'est-à-dire, il y a 1500, à peu près 1500 juifs. Euh, il y a d'autres villes, notamment Tunis, 200, 300. Et parmi les 200 ou 300 qui se trouvent à Tunis, beaucoup sont originaires de Djerba. Donc, quel est beaucoup d'interrogations. On s'interroge. Évidemment, il y a un côté qui relève plutôt du mythe. Du mythe, il y a certainement du vrai, mais il faut le trouver, ce vrai. Donc, le mythe, c'est que des Kohanim étaient venus de Jérusalem après la première destruction euh, du temple, étaient venus avec l'une des portes du temple après sa destruction par Nabuchodonosor, donc où la majorité, ils ont été envoyés comme esclaves en Mésopotamie. Donc il y a quelques-uns qui sont perdus et ils sont arrivés à Gerba. Donc il y a cette idée-là. Donc cette idée de rapport avec l'Orient et avec cette histoire religieuse. C'est pour cela que ils sont toujours très conservateurs et les Juifs de Gerba ont refusé toutes les tentatives que les élèves, que leurs enfants aillent à l'école. Pour eux, l'école pourrait être source d'éloignement de la religion. Donc, ils ont toujours, pour eux, il y a les yoshivot, donc dans ce qu'on appelle en arabe kuteb, donc ils vont apprendre la seule, euh, la seule culture qu'on peut avoir, c'est la culture religieuse. Et aujourd'hui, il y a eu des départs de Gerba aussi, des Juifs, mais il y a aussi toujours un retour. Donc ils vont à Marseille, ou ils vont en Israël, mais il y a une connexion, il y a toujours une idée de circulation et de retour il y a, à Gerba. Donc et, nous avons trouvé que les Juifs djerbiens, ils ont toujours refusé à ce que l'alliance israélite crée une école. Parce que pour eux, si on va créer l'école, les enfants risquent de continuer leurs études, de devenir des médecins ou des ingénieurs ou de quitter le pays. Alors que si en bas âge, ils apprennent un rudiment de textes religieux et par la suite, ils vont s'adonner aux activités qui sont pour eux, par lesquelles ils sont connus, par exemple la joaillerie ou bien l'usure. Donc, ils continuent à le faire, un certain nombre de métiers qui sont
coller aux Juifs, donc, et ils continuent à le faire. Ça, c'est un peu l'histoire euh, mythique, mythifiée. Mais dans la réalité, il y a des collègues qui ont essayé d'expliquer pourquoi cette présence à Gerba et depuis quand. Et ils ont trouvé que les Juifs, nous n'avons pas de traces des Juifs à Gerba avant le XIe siècle. En réalité, nous n'avons pas de traces. Il y a un mythe, mais nous n'avons pas de traces euh, au niveau de l'archéologie. Et l'explication pourquoi, c'est que Gerba avait toujours servi comme un refuge pour les populations persécutées. Et notamment pour les musulmans, les groupes persécutés, ce sont les Kharijites ou les Ibadites. Et donc, en fait, c'est l'alliance des minoritaires qui a fait que cette présence a pu se perpétuer jusqu'à maintenant. Donc, aujourd'hui, à Gerba, donc, il y a toujours une coexistence entre des musulmans, mais qui, à l'origine, n'étaient pas des musulmans majoritaires, des musulmans malikites, mais des kharijites qui étaient réfugiés dans l'île. Les Juifs sont des réfugiés dans l'île. C'est une île. Elle n'est pas dans le continent. Djerba, sur la carte, c'est la plus grande île en Tunisie, mais elle n'est pas sur le continent. Donc, ce sont des éléments d'explication et si vous voulez, les musulmans, j'ai un étudiant qui est en train de travailler au cours du XXe siècle, euh, l'île n'était pas très riche. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'hôtels, beaucoup de tourisme, mais avant, elle n'était pas riche. Et les gens, avant, n'avaient pas des moyens pour aller faire du tourisme à Gerba. Pendant ce temps, les Juifs et les musulmans faisaient de l'immigration en Tunisie et à l'étranger, et le mot gerbi, lorsqu'on dit quelqu'un gerbi, qu'il est juif ou musulman, ça veut dire un épicier. Donc, il fait donc l'épicier. C'est des gens qui se sont habitués à faire le voyage pour travailler, mais d'une manière provisoire. Donc, il y a des caractéristiques communes à une population insulaire. Et aujourd'hui, c'est le seul endroit, effectivement, en Tunisie, où les Juifs continuent à conserver euh, les, euh, les traditions de cette communauté. Et c'est pas un hasard que le ministre qui a été nommé donc, il y a quelques années, René Trabelsi, ministre juif dans le gouvernement tunisien, il est originaire de Gerba et son père, Pérez Trabelsi, c'est celui qui organise le pèlerinage chaque année à la grande synagogue qui s'appelle Ghriba. Et Ghriba, en arabe, d'étrangère, parce qu'il y a un autre mythe qui veut dire que c'est une étrangère qui était venue et qui avait une force euh, euh, extraordinaire et elle a échappé à l'incendie qu'on lui a fait, cette étrangère. Et aujourd'hui, il y a plusieurs synagogues qui portent le nom, je vous parle là de la banlieue de Tunis qui s'appelle l'Ariana. Il y a une Ghriba. Au Kef, il y a une Ghriba. Et à Annaba, il y a une Ghriba. Donc, la Ghriba, c'est la synagogue des Juifs, mais c'est des Juifs se sont déplacés comme ceux qui sont déplacés de l'Orient vers la Tunisie, vers l'Occident, il y a eu ceux qui sont partis de Gerba vers d'autres villes. Ils ont construit aussi leur riba. Mais la caractéristique aujourd'hui, le symbole de, de, de cette présence, l'ancienneté de la présence des Juifs en Afrique du Nord est symbolisée
par la rive, par la synagogue, qui, nous savons qu'elle est très nouvelle. Elle ne date pas, l'architecture d'actuelle, elle est euh, des années 20, du XXe siècle. Mais la symbolique, on veut toujours la faire remonter au temps de la première destruction du temple au VIe siècle avant Jésus-Christ. Merci beaucoup. Et maintenant, nous avons une question de Yevgenia Abroskina de Saint-Pétersbourg aussi. Жень, Евгений, Евгения Абро. Да, здравствуйте, коллеги. Здравствуйте, уважаемый Кстати, Михаил только. Да-да. Хаздахли. Спасибо. У меня такой вопрос. Я сама защищала недавно диссертацию по этнографии Туниса, и в последний раз была в Тунисе в 2023 году, в частности в Сахеле, в регионе Монастир, Цус. И у меня в связи с этим вопрос. Когда я была там в свой последний визит, то в том числе наблюдала местные синагоги или то, что от них, скажем так, осталось, особенно если мы говорим о монастыре. Вот. И у меня в связи с этим такой вопрос. Скажите, существуют ли сейчас патримониальные проекты, направленные на восстановление этих синагог? Например, синагоги в Сусе, потому что сейчас они закрыты и выглядят не очень презентабельно. Более того, очень многие тунисцы совершенно не знают о том, что эти синагоги находятся, например, на территории Медины. Вот скажите, пожалуйста, есть ли такие патримониальные проекты? Спасибо. Merci pour votre intérêt. Tout d'abord, je vous montre ce livre. Il s'appelle Synagogue de Tunisie, donc de Dominique Jarassé. Et donc c'est Colette Bismuth, donc la femme, sa femme, elle est juive tunisienne et lui, il est professeur. Donc ce travail date de 2010 et ce travail fait une recherche complète. Il a été publié en France en 2010, mais le travail a été fait de terrain, ça a été fait en Tunisie. Et vous faites bien de mentionner la synagogue de Sousse, qui se trouve dans la Médina. Il y a deux synagogues, mais une synagogue qui est la plus importante. Malheureusement, elle est cachée, même la porte, on ne la voit pas lorsqu'on va en tant que touriste, on va voir des choses accrochées. Il y a eu un projet qui est le fruit d'une collaboration entre un musulman entrepreneur de Sousse et une association qui s'appelle Association Adrumet, parce que l'ancien nom de Sousse est Adrumet, et dirigé par mon amie Claire Rubenstein. Claire Rubenstein, elle est elle-même soussienne. Il y a eu tout un travail de collecte pour sauver, pour collecter de l'argent. J'ai fait partie du groupe. Nous avons organisé une grande soirée à Paris en juin 2023. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'argent, beaucoup de volonté, donc de gens qui a été versés. Mais les événements qui se sont déroulés à partir d'octobre ont découragé. Mais l'argent est toujours là. Et la volonté de Madame Claire Rubenstein, toujours là, elle-même, elle a fait une thèse sur les Juifs de Sousse. Le travail s'appelle Portrait, Portrait de la communauté juive de Sousse en Tunisie. Donc, voilà. Donc, un siècle d'histoire, 1857-1957, de l'orientalité à l'occidentalisation, et Claire Rubenstein-Cohen, donc son nom de, voilà, sur Sousse. Et sur le monastère, nous avons entrepris en 2022-2023 un travail de patrimonialisation. Nous avons
avec un juif de Nablus. Il y a toujours trois anciennes synagogues qui ne sont pas utilisées. Nous avons pris la plus petite, qui était plutôt une bibliothèque qui s'appelle euh, la bibliothèque Carilla. Et cette bibliothèque, elle a été dédiée à une famille, la famille Carilla, très riche de Nablus, a offert cet espace à la mémoire de son fils qui était mort en 1920 par ce qu'on appelle la grippe espagnole. Donc, Albert Schich a fait une collecte et avec les étudiants, parce que j'ai des étudiants qui ont fait deux travaux sur le cimetière de Nablus et sur la ville et les Juifs à Nablus. Nous avons inauguré tout cela et nous étions très encouragés en 2023, mais c'est toujours la même chose. Donc, les événements politiques qui se passent bloquent ce- des travaux de patrimonialisation. Et même nous avons entrepris une formation pour les guides du tourisme où il manque beaucoup d'informations. Donc, nous avons fait des visites à des synagogues, que ce soit à Sousse, euh, nous avons fait aussi à Nablus, à Tunis. Donc, il y a un travail. Aujourd'hui, il y a un jeune qui s'appelle Moshe Uzan, qui fait tout un travail de numérisation des archives de la communauté qui ont été beaucoup de fois délaissées, mais aujourd'hui, il y a un effort par de la photo, par de la numérisation. Donc, il y a un effort, mais hélas, c'est toujours le même problème. Donc, les difficultés, ou des fois, moi-même, on m'attaque comme étant un pro-Israël ou bien voudrait normaliser avec Israël. Personnellement, je fais la différence entre les positions politiques et le travail de l'historien. L'historien travaille sur le passé et on peut avoir des positions politiques, mais il s'agit de distinguer. Mais malheureusement, la patrimonialisation, c'est un long processus et qui parfois rencontre des difficultés. Mais à chaque fois, par exemple, cette année, vous avez parlé de monastir. Il y a un journaliste connu et qui même il y a longtemps travaillé à Moscou. Il est originaire de Monastir. Il s'appelle Guy Sitbon. Et euh, Guy Sitbon, et sa femme est russe, mais il est décédé. Il a écrit un roman, s'appelle Gagou. Gagou, c'est un nom très réputé chez les Juifs. Et il a écrit son évolution, en fait, de sa famille entre judaïsme et occidentalisation. Et aussi, il est passé par une phase d'adhésion au Parti communiste. Et le livre a été édité en 1980 à Paris. Et il y a un éditeur originaire de Monastir, s'appelle les éditions Berg, qui a entrepris en 2024 la réédition, donc 44 ans après. Donc, il a réédité ce livre-là avec l'accord évidemment de Guy Sitban, qui est toujours vivant, et c'est moi qui ai fait la préface. Donc, la préface de ce livre qui vient d'être édité au mois de juin dernier, donc il s'appelle Gagou. Et j'ai fait la préface Gagou de Monastir. Donc, il appartient à la ville de Monastir, Monastir qui est la ville de Bourguiba aussi. Donc pour Très dire que intéressant. il y a des efforts. Je ne peux pas vous dire que c'est toujours d'une manière continue, parce qu'aujourd'hui, la Tunisie a connu de grands changements après 2011 et il n'y a pas d'argent, la transition n'avance pas bien
et il est difficile que le premier projet qui puisse être celui de l'État de construire un musée pour les Juifs. Donc c'est là, mais il y a une volonté d'intégrer par le patrimoine, par la mémoire, par l'histoire. Donc c'est un effort qui nécessite beaucoup d'années. Voilà. Mais nous sommes là. Merci, cher Habib. Et nous avons une autre question de notre collègue de Tadjikistan, de professeur Olemjon Kasimov. Olemjon Хабибович, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мне очень приятно приобщаться к вашей научной среде. Для нас это очень важно. И благодарю господина Хабиба Казагли за очень интересный и актуальный доклад, на актуальную тему доклад. У меня вот такой вопрос. Ну, буквально перед распадом Советского Союза многие еврейские общины, представители еврейских общин покидали вот эти республики, в том числе среднеазиатские республики. А я помню, что только в Таджикистане было около 12 тысяч представителей еврейских общин, которых фактически сейчас не осталось. И вот мне интересно, есть ли место в книге господина Каздагли сведения о представителях именно вот среднеазиатских еврейских общин, те, которые покинули в свое время еще Советский Союз, который еще не был разложен. Это первый вопрос. И другой вопрос. Вот среди евреев вот, тунисской общины, о которых идет речь в книге, есть ли представители других конфессий? Спасибо за внимание. Merci. Je suis content de voir donc le nom Habib qui apparaît, mais russifié, donc ça devient Habibovoch. Это имя моего отца, да. Donc, oui, mais moi je m'appelle Habib. Et Да. Habib, Habib, c'est l'aimé. Habib et Habib. Donc il y a même une. Это еще близкий, самый близкий друг Господа Бога, Аллаха. Oui, mais il y a une grande diva juive, chanteuse, s'appelle Habiba Msika. Habiba Msika. Mais son nom d'origine s'appelle Marguerite. Mais parce qu'elle chante pour les musulmans, on va lui donner, donc on va islamiser son nom, elle va devenir Habiba Msika. Mais elle va être assassinée par son amant qui est juif, à Testour. Donc il est de Testour, parce qu'il lui a construit même une maison. Il voulait qu'elle retourne dans la ville de Testour pour rester à la maison. Mais elle était à Berlin, elle était à Paris, elle était au Caire, elle était à Beyrouth. Donc c'est pour dire, c'est les histoires des gens. Vous m'apprenez donc l'existence de communautés juives au Tadjikistan, évidemment dans tous les pays. Il y avait ce qu'on appelle une diaspora, mais différentes diasporas. Mais mon livre parle uniquement des Juifs de Tunisie. Donc c'est le deuxième titre qui n'apparaît pas ici, Études des documents sur les Juifs de Tunisie. Donc c'est j'apprends de vous et je suis content. Donc merci de ce que j'apprends sur les autres pays. Et peut-être c'est l'intérêt de ce séminaire, c'est de pouvoir comparer, Да. de faire des comparaisons entre l'évolution de ces communautés. Да, нам интересна их судьба, потому что они покинули Таджикистан вот, в конце 80-х, но многие из них там выступают. Они сохранили свою культуру, которая была у них
Таджикистане, они проводили вот мероприятия, свадьбы, разные церемонии. Они все это исполняли как бы на таджикский лад. Они использовали и таджикский язык, и таджикские, скажем, вот эти обряды. Потом они поехали, некоторые в Израиль, некоторые в США, но и там тоже они сохранили вот эти вот эту культуру, она связанная с нашим народом, с нашим языком, с нашей этнографией. Просто мне интересно, вот не было ли представителей вот этих общин потом в Тунисе? Никто из них не поехал в Тунис, не появлялся вот в еврейской общине в Тунисе. Il y a des juifs russes, mais je ne, c'est que, ils sont qualifiés de russes. Euh, Parmi eux, il y avait le docteur Goldzeger, qui était le père d'une de mes professeurs, Annie Goldzeger. Mais je ne sais pas, je connais aussi ceux des Juifs venus avec les réfugiés de Crimée, mais je ne sais pas pour l'Asie centrale, à ma connaissance, peut-être qu'il y a mais moi je ne connais pas de Juifs venus de l'Asie centrale. Donc mais ce que vous me dites, c'est-à-dire les influences euh, locales, donc les Juifs, parce qu'il y a deux thèses comme quoi ils sont restés tout le temps, c'est le peuple juif qui est resté le même pur, alors que les Juifs, comme tous les humains, évoluent en fonction, il y a ce qu'on appelle l'acculturation, ils, ils, euh, ils vont s'imprégner du lieu où ils vont vivre, même s'ils continuent à utiliser la religion, mais il va y avoir des influences locales. Et je vous ai dit, des Juifs de Gerba ne sont pas du tout comme ceux de Tunis ou de Sousse. Par exemple, les chansons des Juifs de Gerba, il y a deux chansons, deux manières de chanter, ou bien ils chantent d'Égyptiens, ou bien ils chantent des chansons lyriques religieuses, c'est-à-dire qui ont euh, des liens avec ce qu'on chante au cours des fêtes religieuses. Mais c'est important ce que vous évoquez. Peut-être Vassili, c'est très intéressant. Je suis très intéressé par voir quel est l'élément, euh, les continuités et les changements qui se font parce que dire que les Juifs sont tous un seul peuple, très franchement, en tant qu'historien, je ne, je peux pas concevoir. Mais il y a une utilisation de dire le mythe d'un seul peuple pour faciliter la création d'une nation. Je le comprends, ça. Mais dans chaque pays où ces groupes se trouvent, ils vont s'imprégner de la culture locale. Et notamment lorsqu'ils sont minoritaires, le domaine de la chanson, le domaine de la danse, euh, ils vont l'occuper. C'est pour cela que vous m'avez posé quelles sont les autres minorités, à part les juifs et les musulmans. Il y a eu notamment, à la faveur de la période coloniale, il y a eu par exemple, les Russes sont venus en tant que réfugiés politiques. Il y a eu les Espagnols après la fin de la guerre civile. Ils sont venus. Il y a eu des Serbes. Toute l'armée serbe qui a été vaincue au cours de la Première Guerre mondiale, les Français vont l'emmener pour se reconstruire en Tunisie. Il y a eu les Italiens, notamment des îles de la Méditerranée, les Grecs, que ce soit durant la période ottomane ou bien au 19e, 20e siècle. Donc il y a eu des minorités, mais sauf que c'est la colonisation qui a manipulé cette présence. C'est-à-dire la France avait un grand problème en Tunisie,
c'est que le nombre des Italiens était très important et les Français ont toujours eu peur, notamment durant la période de Mussolini. Ils ont eu peur que Mussolini attaque la Tunisie, soi-disant pour sauver la minorité italienne. Donc la France, par l'école, elle a cherché à grignoter, à prendre sur chez les Russes, chez les Grecs, chez les Maltais, chez les Italiens, par l'école, elle a essayé d'augmenter le nombre des Français en Tunisie pour que, euh, parce qu'ils avaient peur que c'est la France qui occupe la Tunisie, mais qu'au niveau économique et au niveau social, ce sont les Italiens qui deviendraient plus importants. Donc il y avait plusieurs communautés, et c'est pour cela que au lendemain de l'indépendance, les gens qui avaient acquis la culture française ou avaient travaillé dans des banques ou travaillé comme fonctionnaires français, donc ils vont, par vagues successives, ils vont partir en France. Voilà, donc pour résumer un peu ma, ma réponse au collègue Kassimov. Kassim. Kassim. Merci beaucoup et nous avons encore quelques questions chat. Euh, Premièrement, question de Roman Romanienko, notre Oui. jeune collègue. Roman, peut-être vous pouvez... Роман, может быть, вы вслух зададите? Ну я могу задать, но если его будет все равно переводить переводчик, Как хотите. в чем смысл? Не, пусть тогда это сделает переводчик. Не будем говорить. Euh, Cher Habib, est-ce que vous pouvez décrire votre méthodologie de votre recherche? Comment on peut écrire l'histoire de tel ou tel groupe juif? Et pour une jeune chercheur, comment il peut travailler? Il doit concentrer sur quel sujet, sur quel moyen méthodologique, sur quel Bon, instrument méthodologique. oui. Merci. Évidemment, dans ce livre-là, je peux vous dire les thèmes auxquels je me suis intéressé. Donc, comme ça, donc, vous allez comprendre. Je prends comme exemple. Donc, comme en Tunisie, il y a des musulmans et des juifs. Donc, j'ai abordé la question des juifs et musulmans en Tunisie au cours de la période coloniale. Euh, un autre chapitre a porté sur les cimetières. Donc, le premier thème, c'est les relations entre les groupes, entre majorité et minorité. Deuxième, c'est les cimetières et extension urbaine, le cas de l'ancien cimetière juif de Tunis. J'ai évoqué la question des juifs sous l'occupation allemande parce que là, c'est pratiquement le seul pays qui a été en dehors de l'Europe conquis par les Allemands, c'est la Tunisie de novembre 1942 à mai 1943. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait pour les Juifs? Ils n'ont pas envoyé au camp de concentration, mais ils ont fait ce qu'on appelle les camps du travail obligatoire. Euh, j'ai travaillé également sur les monuments commémoratif dans le cimetière juif du Borgel à Tunis. Parce qu'il y a eu des morts au cours de la Première Guerre mondiale, des soldats juifs. Il y a eu des morts, donc des travailleurs obligatoires. Il y a eu quelques-uns qui sont partis ou bien emmenés, déportés. Donc il y a des monuments aujourd'hui qui existent au cimetière et j'ai étudié ces monuments et qu'est-ce qu'ils représentent par rapport aux deux groupes, les Livournais et les Touansa. J'ai parlé aussi l'immigration des Juifs originaires de Tripolitaine vers la Tunisie. Il y a eu trois vagues d'immigration de Juifs en provenance de la Libye vers la Tunisie. J'ai parlé aussi de l'engagement des Juifs tunisiens dans l'anticolonialisme, parce que l'idée qui prévaut que tous les Juifs sont des sionistes et n'ont d'objectif que de retourner en Israël, cet article-là montre que il y avait parmi les Juifs qui étaient
euh, avec les musulmans, luttant que ce soit pour l'indépendance de la Tunisie ou bien contre le fascisme. Donc, ils ont, il y a un article c'est Bourguiba et les Juifs tunisiens au lendemain d'indépendance. Bourguiba, c'est le premier président. Et je me suis intéressé à voir, même si la majorité sont des musulmans, comment il a cherché à ce que les Juifs restent dans le pays. Quelle est son attitude? Il est allé les visiter dans le ghetto, dans la Hara, et pour essayer de leur dire que vous êtes dans la même situation que les musulmans. J'ai parlé aussi des écoles de l'Alliance israélite, c'est-à-dire l'éducation. Parmi les thèmes qui peuvent retenir l'attention, c'est les écoles, comment ces écoles-là vont fonctionner, qu'est-ce que... Parce qu'au début, les Juifs vont se suffire à ces écoles-là, mais par la suite, ils vont aller à l'école moderne parce qu'ils vont voir que les écoles juives ne servaient qu'à leur faire de petits métiers, alors que pour devenir des médecins, devenir des avocats, il faut aller au lycée français, au lycée Carnot. J'ai parlé aussi de la question des pèlerinages juifs, donc comment, notamment à Gerba et dans un autre village qui s'appelle Ham, de Gabès. J'ai parlé aussi du projet du musée, donc la question que m'a posée Vassili, donc la patrimonialisation du passé juif à travers les musées. Et j'ai parlé aussi de trois ministres. Nous sommes dans un pays musulman et pourtant il y a eu trois ministres. Donc l'article s'appelle Avant et après Bourguiba, trois ministres juifs dans l'histoire de la Tunisie contemporaine. Il y a aussi des députés, Albert Bessis, ou bien le ministre André Barouch, ou bien le dernier ministre René Trabelsi. Et le dernier thème sur lequel je travaillais, c'est le sport, l'importance du sport chez les Juifs. Donc, un, un- c'est un club, ça s'appelle l'Union sportive tunisienne. C'est un club qui a été créé en 1917 et qui reste que jusqu'à maintenant, mais maintenant, c'est devenu un club de femmes. Et donc, le président, le docteur Jean-Pierre Licia, il n'y a plus de joueurs juifs. Donc le club n'a plus beaucoup d'importance au niveau pour les hommes, donc il l'a transformé en club de femmes. Donc voilà des thèmes, il y a 12 thèmes qui se trouvent dans le livre et qui peuvent être comme objet de recherche. Maintenant, pour les documents, comme je vous ai dit, donc vous avez entendu le mot cimetière, ou bien des monuments commémoratifs, parce que dans les cimetières, les épitaphes qui se trouvent sur la tombe, c'est un outil très important pour connaître l'histoire du mort, donc du mort lorsqu'il était vivant. Et l'historien Marc Bloch, il dit, lorsque je visite les cimetières, c'est là que j'apprends beaucoup sur les vivants. On n'apprend pas sur les morts, mais on apprend sur les gens lorsqu'ils étaient vivants. Et d'ailleurs, chez les Juifs, le cimetière s'appelle la maison des vivants. Donc, la maison des vivants. Donc, voilà euh, les, ma méthode donc, se base toujours sur des traces archéologiques, des vestiges, de même qu'elle se base sur les écrits, sur les journaux, donc, comme je l'ai dit au début, nous devons utiliser toutes les traces du passé. Évidemment, mon handicap personnel, c'est que je ne lis pas l'hébreu. Euh, donc, je me fais aider par des collègues ou bien par des étudiants qui connaissent l'hébreu. Donc, parce qu'en Tunisie, il y a une nouvelle langue qui a été créée par les Juifs, ce qu'on appelle le judéo-arabe. C'est-à-dire lorsque les lettres sont écrites en hébreu, mais lorsque ils commencent à lire, c'est de l'arabe.
En fait, c'est de l'arabe parlé. Lorsqu'il s'écrit, on utilise le caractère hébraïque, mais lorsque vous écoutez ce qu'il dit, c'est de l'arabe. L'arabe avec certaines inclinaisons, par exemple, chez les Tunisiens, ils disent le ça, eux, ils transforment ça en cha, etc. Mais de rare, non, mais au bout d'un moment, on arrive à suivre. Euh, les Juifs aujourd'hui parlent l'arabe à Djerba, donc ils parlent l'arabe, sauf que pour faire la prière, ils parlent l'hébreu. Спасибо. Хабиб, а вот тут еще в вопросе было, поскольку вопрос от молодого нашего исследователя, значит, как он сам пишет, начинающий исследователь, он спрашивает, а чего стоит избегать, занимаясь такой темой? C'est d'éviter c'est-à-dire faut aller aux sources, c'est le plus important. C'est que bon, il faut éviter qu'on vous raconte des histoires et vous les prenez, il faut les vérifier, même si on vous apprend des histoires, on vous raconte telle ou telle, c'est normal, mais il faut pas se fier, c'est pas moi qui le dis, c'est Thucydide qui a écrit sur la guerre du Péloponnèse. Donc, il faut se fier à celui qui vient vous raconter le premier l'histoire et vous la prenez comme étant la dernière. Donc, lorsque vous avez des témoins, il faut comparer ce que dit l'un avec ce que dit l'autre, comparer ce qu'on vous dit oralement avec ce qu'il y a dans les textes. Donc, il faut ce qu'on appelle des recoupements, des comparaisons. Donc, ce sont, voilà, mais il ne faut pas suivre par beaucoup, donc me disent, il ne faut pas travailler sur les minorités, ça va vous causer des problèmes. L'historien ne cherche que les problèmes, cherche à résoudre des problèmes. Donc, en allant vers l'histoire. Donc, voilà, il ne faut pas partir avec des préjugés. Donc, qu'on travaille sur les juifs, sur les chrétiens, sur les musulmans, ce sont des expériences humaines et il faut les décortiquer, il faut les décomposer, les déconstruire. Et c'est la meilleure façon de, d'essayer euh, pas d'arriver à la vérité, mais c'est toujours relatif, la vérité, mais c'est notre objectif. Donc, nous essayons de mieux connaître le passé, parce que une meilleure connaissance du passé peut nous aider à résoudre le problème actuel. Il y en a beaucoup, mais on doit s'inspirer de la méthode des autres pour, pour connaître comment résoudre les problèmes d'aujourd'hui et de demain. Merci, спасибо. У нас есть еще два вопроса в чате. Э, Вот от вопроса от Евгении Николаевны Фурсовой из Восточного факультета Санкт-Петербурга. Вопрос о берберах Туниса. Могли бы вы что-то рассказать о берберах-иудеях, Деземазиг Жюдизей? И она благодарит вас Tout за... d'abord, les Berbères sont la majorité de la population. Donc, Да, но есть и берберские племена, которые принимали иудаизм. absolument. Mais de même qu'il y a des Berbères qui sont devenus chrétiens. Saint Augustin, il est berbère, mais chrétien. Donc, évidemment, là, en fait, la Caïna, elle est berbère. Donc, elle est juive. Donc, c'est-à-dire que nous. Le berbère, c'est une ethnie, c'est une population, et les Israélites ou musulmans ou chrétiens, c'est une religion. Et donc la population majoritaire, qui est le substrat, euh, qui est de la population d'Afrique du Nord, sont les berbères. Évidemment, ils sont beaucoup plus nombreux aujourd'hui
en Algérie et au Maroc. Et c'est la géographie qui fait l'histoire, parce que au Maroc et en Algérie, il y a plus de montagnes, et les invasions extérieures sont venues de Tunisie. Donc, et dans ce livre que j'ai montré tout à l'heure des synagogues, on les trouve dans des endroits qui sont totalement berbères. À Tamazeret, dans le sud, ou bien à Métameur, ou bien dans Médine, ce sont des zones berbères et nous trouvons des synagogues. Donc, ça veut dire que euh, les Berbères, ils se sont judaïsés, ils se sont islamisés et ils se sont christianisés. Donc c'est en fonction des, en fonction des périodes. Donc les Juifs, les Berbères, ils ont évolué donc à travers les temps donc il y a évidemment les Berbères sont aussi également juifs. Спасибо. И, наверное, последний вопрос, который есть у нас в чате. Уважаемый профессор Хаздагли, Хабиб, мы знаем о тех нападках, которым вы подвергались в последнее время в связи с исследованиями вот этой еврейской проблематики в Тунисе, о тех несправедливых обвинениях, которые звучали в ваш адрес, в Тунисе в том числе. Ну, скажите, а вот знаете ли вы о какой-то реакции на ваши исследования в научных, в общественных кругах Израиля? Есть ли интерес к этим исследованиям? Есть ли какая-то реакция на них? D'abord, à la première partie de votre question, oui, j'ai eu des problèmes lorsque j'ai travaillé sur le communisme. On dit que il est athée, donc il ne croit pas en Dieu. Bien, donc, euh, mais je suis rentré à l'université en tant que chercheur sur un champ de recherche qui est des communistes. Par la suite, on a dit que comme il travaille sur les juifs, il est sioniste. Donc, mais moi, je travaille sur les juifs comme je travaille sur les musulmans dans toutes leurs euh, euh, tendances. Chez les musulmans, il y a des musulmans radicaux, il y a des gens qui sont très dangereux, ils sont extrémistes. Il y a des gens qui sont modérés, et il y a des gens qui sont très modernes, musulmans, mais qui sont très modernes et qui veulent. Donc, pour moi, tout dépend. Donc, ce que j'essaye, malgré ces problèmes-là, donc c'est en publiant des livres, en travaillant sur le réel. Évidemment, j'ai eu des problèmes, surtout en tant que doyen, parce que j'étais doyen de ma faculté de 2011 jusqu'à 2017, et il y avait des groupes qui voulaient imposer des habits ou bien imposer que transformer l'université en lieu religieux. Nous avons refusé parce que pour moi, il y a des espaces. La politique s'exerce dans les partis politiques, la religion s'exerce dans les mosquées et le savoir s'exerce à l'université. Donc, il y a donc spécialisation des lieux et je suis respectueux de tous les lieux, mais je suis défenseur pour que l'université ne soit pas piégée ni par le politique, ni par le religieux. Donc, c'est-à-dire, il y a chacun a son champ et il doit respecter tout à l'heure. La question m'a été posée, quelle est votre méthode? Méthode, c'est j'ai pas, je ne me suis pas référé à un parti politique, je ne me suis pas référé à un texte religieux, je me suis référé au,
c'est-à-dire aux méthodes de l'histoire. Et les méthodes de l'histoire reposent tout d'abord sur des sources et la critique des sources. Donc, et de là, évidemment, il peut y avoir des difficultés, euh, euh, mais je ne suis pas seul. Il y a beaucoup de collègues qui euh, ont fait ce choix donc d'introduire ceux qui travaillent sur les Juifs. Mon collègue Abdelkrim Alegui a fait la première thèse en 1993 euh, sur les Juifs de Tunisie. Il ne se définit ni en tant que chrétien, ni en tant que musulman, ni en tant que juif. Moi-même, je ne me définis pas par même si je suis de tradition musulmane, mais je ne me définis pas par rapport à la religion de mes parents. Je me définis en tant que collègue. Et j'ai travaillé pendant 35 ans à l'université, donc je suis ami avec vous tous qui ont partagé ce grand moment parce que nous avons des valeurs universelles. Nous parlons de méthodes pour, euh, pour le savoir, parlons comment arriver à connaître, comment comparer telle communauté du Tadjikistan, du Turkménistan, des collègues de Paris, de Saint-Pétersbourg, ou bien de Bakou. Nous avons des choses qui nous rapprochent. Ces choses qui nous rapprochent, ce sont nos outils et nos démarches d'historiens. Pour ce qui est de votre question sur Israël, euh, ce qu'on me reproche, c'est que j'assiste, et j'ai assisté, et j'assisterai à des colloques internationaux, euh, indépendamment de la nationalité des chercheurs. Je ne vais pas dire, euh, je suis à Paris, par exemple, le dernier problème que j'ai eu en 2023, parce que j'ai présidé une séance, un panel, où il y avait un collègue tunisien, un collègue français et un collègue d'Israël. Il s'appelle Haïm Sadoun. Il est spécialiste de l'histoire du sionisme en Tunisie. Mais on m'a fait une campagne pour me disant, lorsque vous assistez à une conférence, euh, il faut refuser d'être dans la même salle ou dans la même comme meeting, comme aujourd'hui, donc dans le même Zoom. Donc, j'ai pas dit à Vassili, attention, faites-moi le tri s'il y a des gens qui sont d'origine juive ou sont d'origine israélienne. Non, c'est la recherche. Il n'y a pas de frontières. La recherche ne connaît pas les tabous. La recherche, elle est universelle. Et donc, s'il y a des gens qui considèrent que ce que je fais euh, qu'ils appartiennent à l'État d'Israël ou à l'État de Syrie ou à l'État d'Irak ou de Russe ou Français, je les salue parce que, en fait, ils ne me soutiennent pas personnellement, mais ils soutiennent la liberté académique. J'étais en 2014, j'ai eu le prix Scholars at Risk parce que pour moi, c'est un objet très remarquable pour moi parce que j'ai représenté le savoir. Je n'ai pas représenté le savoir tunisien, mais j'ai représenté le savoir en Tunisie. Ce n'est pas un savoir tunisien, c'est un savoir universel. Il faut veiller à ce qu'il ne soit pas les chercheurs, lorsqu'il y a un chercheur qui est maltraité en Russie ou bien en Israël ou bien en Tunisie, je suis son, qu'il soit sûr, je suis son soutien. Son- Évidemment, il y a des gens qui ne comprennent pas cela. J'ai une étudiante qui travaille sur la mémoire ou bien la vision de la Tunisie chez les Juifs vivant en Israël, chez les Juifs tunisiens vivant en Israël. Elle a été maltraitée ou malmenée. Je suis solidaire avec elle parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qu'elle va dégager comme élément constitutif ou comment les Juifs originaires de Tunisie vont continuer leur vie en Israël. Parce que nous avons, comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des chiffres, il y a 50% qui sont partis en Israël et 50% sont partis en France et en Europe. Donc, tout est objet de recherche
tout ce qui concerne mon sujet, je ne recule devant rien pour essayer de le comprendre, de rassembler le maximum de documents, le maximum d'articles, le maximum d'histoires pour pouvoir, parce que l'histoire, je le répète, c'est la collecte des documents et surtout la critique des documents. Comment étudier ces documents. Спасибо большое, дорогой Хабиб. Мы работаем уже 2 часа, и мне кажется, что ваш ответ на последний вопрос, он заслуживает всяческого внимания, и я бы хотел поблагодарить вас за это бескорыстное служение научному знанию, которое вы демонстрируете всей своей жизнью, всей своей деятельностью. Спасибо вам огромное за ваш доклад, за эти ответы на вопросы, которые мы услышали. И за то, что, несмотря ни на что, на протяжении многих лет вы идете по тому академическому пути, который вы считаете для себя нужным, невзирая ни на что. C'est notre devoir, c'est notre mission. On n'a pas chacun a son métier et donc nous devons être fidèles euh, aux, à- aux implications de notre métier. Donc ça m'a fait vraiment plaisir, moi aussi, que de partager avec vous, et de connaître des expériences dans plusieurs pays, dans les différents pays de la Fédération de Russie ou bien des pays qui sont aujourd'hui proches d'elle. Donc c'est une occasion. J'ai été satisfait de voir que cet intérêt. Donc j'espère que ce livre vous parviendra le plus tôt possible. Donc je ferai avec Vassili pour qu'il vienne et qu'il y ait quelques passages ou bien quelques paragraphes ou des résumés qui vont, j'espère, qui seront traduits en russe. Et je me ferai toujours un plaisir d'écouter vos questions. Et la dame ou la collègue qui a parlé de sources et de monastères, donc je ne veux plus, bien, elle a bien fait et j'espère que euh, si elle revient à Sousse, il y a un grand avocat euh, juif à Sousse, mais il est réputé d'être aussi fanatique pour l'équipe de football de Sousse, l'Étoile du Sahel, il s'appelle Yves Qamhi. Donc, elle n'était pas une touriste qui est allée pour seulement bronzer pour le soleil, mais elle a voulu découvrir et je peux aussi l'aider à connaître des gens à Sousse ou bien qu'elle vienne à Tunis. Je lui montrerai des synagogues et des cimetières. Donc, voilà. Donc, j'espère que nous aurons, au-delà du présent, du virtuel, nous aurons aussi des rencontres en direct dans les années à venir. Merci à vous tous et à vous toutes.